On va commencer avec une table ronde sur les enjeux du simulcast. Et nous avons sur cette table, je vais laisser se présenter, donc dans l'ordre, Olivier Cervantes de Wakanim, Olivier Fallet de Crunchyroll et Kevin Stoker de Crunchyroll. Alors si vous pouvez vous présenter chacun en 2 mots. Oui, donc moi je suis Olivier Cervantes, je suis le directeur de la société Wakanim. C'est bon. Là vous m'entendez, c'est bon? C'est bon. Donc voilà, Wakanim, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de diffusion de dessins animés japonais. On travaille sur le simulcast, c'est-à-dire la diffusion quasiment simultanée entre la France et le Japon. Et on est ouvert depuis, ça va faire 6 ans. Donc ça fait 6 ans qu'on fait ce métier. Olivier Fallet, moi je représente Crunchyroll en France. Crunchyroll fait la même chose. À l'origine, c'est une plateforme américaine qui a commencé en 2006, qui s'est professionnalisée en 2009, mais qui est arrivée en France seulement en octobre 2013. Voilà, donc on est les petits derniers arrivés sur ce secteur. Bonjour à tous, alors moi je suis Kevin Stoker, je suis correcteur pour Crunchyroll depuis à peu près 1 an. Maintenant, je vais vous présenter rapidement le plan en fait, de cette table ronde. On va d'abord parler de la production au Japon à l'arrivée en France, puis de l'arrivée en France à la diffusion. Ensuite, on va aborder le piratage, et pour finir, une question un peu ouverte, qu'est-ce qu'il peut y avoir après la diffusion web? Alors tout d'abord, pour lancer cette conférence, une question un petit peu générique, qui va vous permettre de vous lancer. Comment se passent les négociations? Comment vous pouvez acquérir un anime du Japon? Voilà, on dira absolument rien, parce que c'est totalement secret, en fait. Donc, comment ça se passe? Ça se passe un petit peu comme toute négociation pour acheter un programme, c'est-à-dire rencontrer les ayants droit qui vont vendre ce programme. Alors il faut savoir que ceux qui le vendent, c'est pas forcément le studio en direct, ce sont en général des sociétés intermédiaires, soit des sociétés qui participent à la production du film. On expliquait hier, si vous étiez là, que les séries sont produites aujourd'hui par des comités de production où interviennent tout un tas de sociétés. Donc ça peut être une de ces sociétés du comité. Des fois, c'est simplement des intermédiaires à qui on confie la vente, des agences de communication. Donc voilà, ces sociétés, on les rencontre tout au cours de l'année. Ça peut se faire directement au Japon, ça peut se faire à l'international dans des salons professionnels de vente de droits de programmes. Il y en a un très connu qui se passe en France 2 fois par an, qui s'appelle le MIP TV et le MIPCOM, en avril et en octobre. Voilà, mais c'est surtout quand on travaille comme ça dans la durée et sur un certain volume d'achat, c'est des relations qui se tissent sur le long terme, parce que travailler avec les Japonais, c'est un petit peu particulier, c'est pas aussi simple, aussi direct que de travailler avec des Européens ou des Américains, où c'est une négociation bête et simple et qui se joue en général surtout sur des questions d'argent, on va dire, essentiellement. Avec le Japon, il faut travailler sur la confiance, sur la durée, parce que comme vous le savez, les séries japonaises, pendant longtemps, elles ont été diffusées en France un petit peu n'importe comment. Les ayants droit n'étaient pas forcément très bien au courant des conditions et de ce qu'on en faisait. Résultat, eh bien, le retour de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, les Japonais sont très méfiants et ils font extrêmement attention à la diffusion de leurs séries. Ils ont aussi très peur de ce que ça devient, à ce que ce soit pas diffusé n'importe où et n'importe comment. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut, quand vous commencez dans ce métier, c'est toujours assez difficile et ça demande du temps. Exactement. Donc la première étape pour négocier, comme disait Olivier, c'est de savoir qui a produit, qui a fait la série et surtout qui la vend. Donc c'est assez compliqué parce que comme le disait Olivier, c'est des comités qui travaillent dessus. Donc ça peut être le studio, ça peut être la chaîne de télé, ça peut être aussi des sociétés indépendantes qui revendent le programme. Donc quand un titre nous intéresse, la première chose qu'on fait, c'est savoir à qui il appartient, qui fait la vente, pour pouvoir le négocier. Ensuite, effectivement, on regarde si c'est une société qu'on connaît bien. Nous, avec Wakanim, on essaie de travailler avec le plus grand nombre de producteurs, d'éditeurs possibles. On n'a pas encore travaillé avec tout le monde, donc des fois, c'est des producteurs nouveaux ou avec qui on n'a pas encore travaillé. Donc du coup, il y a tout un process de mise en confiance, de présentation de l'offre, de présentation du plan marketing, de qu'est-ce qu'on va faire avec la série. Et ensuite, c'est effectivement un système de mise en concurrence. Donc les producteurs ou les distributeurs vont contacter tous les ayants droit sur le marché. Donc aujourd'hui en France, on est pas mal, hein, on est 4 ou 5.
et vont ensuite sélectionner celui avec qui effectivement ils s'entendent le mieux, celui avec qui il y a le plus gros potentiel pour la diffusion et pour que la série fonctionne. Donc voilà, il y a tous ces paramètres qui rentrent en jeu. C'est pas juste je m'intéresse à une série, je l'achète, je sors de l'argent et celui qui met le plus remporte la série. Non, on est sur un rapport qui est complètement différent où on doit expliquer ce qu'on va faire de la série, comment on va la diffuser, comment est-ce qu'on va la faire marcher. Donc voilà. Et comme le disait Olivier, voilà, c'est pas juste une question d'argent, il y a aussi tout ce qui va y avoir à côté, parce que nous, notre activité principale, c'est la vidéo à la demande, mais les Japonais sont aussi attentifs aux autres droits. En fait, tous les droits sont séparés. Vous avez les droits pour une diffusion à la télé. Déjà, rien qu'une diffusion à la télé, vous avez les droits sur la diffusion sur la télé hertzienne et gratuite. Vous avez les droits câbles et satellites. Donc il y a les droits vidéo à la demande, là-dessus encore il y a les droits pour le streaming, il y a les droits pour le téléchargement, l'abonnement. Voilà, vous avez les droits pour la vidéo, le DVD, vous avez les. Est-ce que les droits seront exclusifs, est-ce qu'ils ne seront pas exclusifs? Tout ça, ce sont des choses qui doivent se discuter. Les territoires, bien sûr. Et comme le disait Olivier, la décision finale, voilà, c'est pas juste celui qui met le plus qui va forcément l'emporter. Ça peut être lié au plan marketing, ça peut être lié au fait qu'il y ait simultanément une offre sur plusieurs droits ou sur plusieurs pays d'un coup. Et tout ça, c'est des paramètres à prendre en compte. Voilà, donc les négos sont très longues. Généralement, on a les réponses au dernier moment, donc quelques semaines ou voire quelques jours avant la diffusion. Je vais te donner l'exemple d'Arslan. Donc Arslan, ça fait 1 an et demi, par exemple, que Wakanim, on est au courant de la production de la série, donc ça fait 1 an et demi qu'on essaie de la négocier. On l'a négocié avec un partenaire qui s'appelle Atanime pour tout ce qui est DVD Blu-ray. C'est une négociation qui a été très très longue, avec des allers-retours, avec des conflits d'intérêts. Est-ce que finalement la France, on va le confier comme un territoire unique, ou est-ce qu'on va le confier à quelqu'un qui gère tous les territoires ou toute l'Europe? Donc voilà, c'est des choses qui sont assez longues. Et c'est pour ça que généralement, quand on annonce les séries, quand on fait des simulcasts, on les annonce parfois au dernier jour, au dernier moment, parce qu'on n'a pas l'accord ou on n'a pas la signature avant la dernière minute. Il faut encore garder à l'esprit que c'est quelque chose de très nouveau pour le Japon que de traiter comme ça de manière simultanée d'autres territoires que le Japon. Comme on l'expliquait aussi hier sur la production d'animation au Japon, pendant très longtemps, le Japon, ils ont d'abord produit toutes leurs séries pour eux, pour leur propre territoire, et la diffusion à l'étranger était vraiment quelque chose d'accessoire et de secondaire. En gros, ils produisaient une série pour leur public, pour les Japonais, et une fois qu'elle était lancée, après ils commençaient à voir et à examiner s'il y a des gens qui étaient intéressés pour le sortir à l'étranger. C'est pour ça que pendant très longtemps, les séries, il fallait attendre, dans le meilleur des cas, 6 mois, mais c'était souvent plutôt entre 1 an, 2 ans, voire 3 ans pour qu'une série sorte ensuite en DVD en France, bien que depuis longtemps, on avait un marché qui était très actif, des éditeurs comme Kazé et d'autres qui cherchaient, qui étaient au courant dès que les séries commençaient au Japon, qui faisaient déjà des offres, mais c'était traité dans un second temps. Évidemment, Internet est arrivé et a bousculé tout ça ces 10 dernières années. Les producteurs japonais eux-mêmes ont mis un certain temps avant de comprendre l'ampleur de ce phénomène et le fait que s'ils ne licenciaient pas leurs séries rapidement, eh bien, finalement, il y avait d'autres personnes qui se débrouillaient pour les récupérer directement et sans leur demander, si vous voyez ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, tout ça, évidemment, a changé. La proposition de faire du simulcast et l'offre VOD qui se repose sur quelque chose de numérique permet d'avoir ce côté immédiat, mais dans les mentalités et dans la façon de travailler des Japonais, c'est vrai que c'est quelque chose, même s'ils ont fait énormément d'efforts, puisqu'on arrive aujourd'hui à lancer une série en même temps que le Japon, c'est vrai que ça explique aussi pourquoi, malgré tout, ces négociations, c'est encore difficile de les faire aboutir peut-être 3 mois avant, alors que, comme tu le disais, une série comme Arslan, on est au courant très en amont que la série va se faire. Alors d'une part parce que l'info peut être diffusée et annoncée officiellement, mais c'est vrai que quand on travaille régulièrement avec des producteurs japonais, on a aussi ce genre de confidence. Hein. C'est des choses qu'on peut apprendre bien avant que ce soit révélé officiellement. Mais malgré tout, la décision finale de dire on va vendre à un tel, eh bien effectivement, c'est des choses qui se décident à la dernière minute. C'est du coup difficile parfois pour nous aussi de travailler parce que
C'est pas par plaisir qu'on annonce à la dernière minute toutes les séries qu'on va pouvoir diffuser. On aimerait bien parfois le savoir un peu en avance. Ça nous aiderait aussi pour communiquer. Moi, j'ai encore 2 annonces à faire qui seront diffusées la semaine prochaine. Donc, on peut dire que comme c'est limite au niveau du temps. Nous, on n'a encore absolument rien annoncé. Ah bon, donc, c'est okay. voilà. Et j'ai vraiment appris ce qu'on allait avoir cette saison, cette semaine. D'accord. Mais je vous le dirai pas. Que ce soit clair. Avant de changer de partie, encore une petite question. Est-ce qu'il y a un impact sur le simulcast, que ce soit au niveau de la production anime ou au niveau de la réalisation de celui-ci? Ça peut avoir un impact, ça dépend des projets en fait. Il y a de plus en plus de dessins animés japonais qui sont coproduits. Donc je prends l'exemple par exemple de Space Dandy. Space Dandy, on ne le sait pas en France parce que ça n'a pas été diffusé comme ça, mais ça a été diffusé aux États-Unis et en Angleterre avec un doublage anglais. Donc c'est du simuldub, c'était doublé en même temps que la télé japonaise. Donc effectivement, quand il y a des process comme ça qui se mettent en place, ça a un impact direct sur la production. Pour les simulcasts, ça a un impact, mais c'est un impact qui est mineur, parce qu'au final, ils nous envoient les scripts, ils nous envoient les animatics quand on a la chance. Donc ça reste une charge de travail qui n'est pas non plus une charge supplémentaire colossale à ce niveau-là. Je vais me permettre encore une question qui peut être un petit peu confidentielle. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu combien coûte une licence pour un anime? On va donner une fourchette, mais là aussi c'est vraiment du cas par cas. Tout dépend de la série, si elle est récente, si elle n'est pas récente, si c'est un titre avec beaucoup de potentiel que tout le monde veut s'arracher. Je vais donner vraiment une fourchette très 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 large, mais par le passé, alors là on parle pas de simulcast, on parle vraiment d'acquisition de séries, mais sur des séries anciennes qui sont amorties depuis longtemps au Japon, notamment celles qui passaient à la télévision dans les années 80-90, on pouvait démarrer avec quelque chose de ridicule, quelque chose de quelques centaines d'euros pour un épisode. Maintenant, une série simulcast récente, attendue, oui, on va plutôt être dans l'ordre du millier de dollars, parce qu'on parle en général plutôt en dollars, voire même dizaines de milliers de dollars pour des très très grosses licences, ou des gens, ou un marché qui peut s'emballer. Ça dépend pourquoi, si c'est vidéo, VOD... Voilà, et puis ça dépend combien de droits on englobe dedans, combien de territoires, donc c'est difficile, parce qu'évidemment quand vous prenez d'un seul coup, je vais dire toute l'Europe par exemple, ça va coûter plus cher, mais ramener juste un seul territoire, ça coûtera moins cher aussi, donc c'est toujours un petit peu difficile. Après, oui, c'est sûr que c'est pas à la portée de monsieur tout le monde d'acheter des licences comme ça, parce qu'après vous multipliez par le nombre d'épisodes, c'est-à-dire un minimum de 12-13 épisodes, voire plus si c'est une série un peu plus longue. Voilà, ça fait tout de suite des sommes qui sont assez importantes. Moi, c'est le genre de question où je préfère botter en touche, tout simplement parce qu'en fait, on n'achète pas les épisodes. Ce qu'on reverse, c'est des avances sur les résultats qu'on va faire. Donc, effectivement, si on se plante et si on achète la série, si on fait un minimum garanti, c'est un minimum garanti qui est trop cher, on aura payé plus que ce qu'on aura encaissé. Donc là, on aura fait une erreur, on aura perdu de l'argent. Mais en général, on le calcule de façon à ce que ça représente la moitié ou un quart des recettes qui sont générées. Sachant que nous, derrière, on doit reverser en plus 50% de tous les bénéfices qui sont faits sur la série. Donc derrière, si on est intelligent dans la négociation et qu'on ne joue pas le jeu de la surenchère, en général, c'est pas on paie la série, c'est on reverse 50% de ce qu'on gagne. Ce qu'on se paie, c'est juste une avance sur ce qu'on a déjà, sur ce qu'on va faire. Donc, je vais redire ça peut-être différemment parce que je ne sais pas si tout le monde l'a bien suivi. En gros, quand vous achetez une série, vous essayez de mesurer ce que ça va vous rapporter par rapport à votre moyen de financement, que ce soit la publicité ou les abonnements ou la vente. Donc vous multipliez par le nombre d'épisodes et vous faites une estimation. Ensuite, vous divisez ça par 2. En gros, et là vous avez ce qu'ils appellent le minimum garanti, c'est-à-dire ce que vous êtes prêt à payer comme avance pour avoir cette série. Donc comme c'est la moitié, normalement si vous n'êtes pas trop trompé dans votre calcul, vous êtes à peu près sûr de récupérer ça. Et ensuite, sur la deuxième partie, là vous reversez un pourcentage sur ces bénéfices, et surtout si ça dépasse après ce minimum garanti, c'est le jackpot entre guillemets pour tout le monde, c'est-à-dire que c'est là que vous allez faire vous vos bénéfices, et c'est là aussi où le producteur japonais est content parce qu'il a aussi un intéressement sur ce surplus. Voilà. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est de complètement mal estimer ou alors d'avoir une déception, une série qui marche pas du tout alors qu'on pensait qu'il y avait un très gros potentiel, donc du coup on avait donné un très gros minimum garanti, et ça serait de ne pas arriver, comme disait Olivier, à rembourser déjà rien que cette première partie. Le risque, il est là. Voilà.
Et c'est un droit, les licences, la diffusion, c'est un droit, c'est pas un produit, donc on l'achète pas. On a l'autorisation de le diffuser, donc cette autorisation, on la monnaie avec des minimums garantis, des royalties qu'on reverse, mais derrière, c'est pas un achat en tant que tel. La série n'appartiendra jamais à Wakanim ou à Crunchyroll, elle appartiendra toujours à ses auteurs et aux producteurs. Par contre, on a le droit de la diffuser. Alors merci, on va maintenant pouvoir passer à la deuxième partie. Donc voilà, vous avez reçu l'épisode en France. Comment ça se passe ensuite jusqu'à sa diffusion web? Allez, vas-y, à toi un petit peu. Web. Déjà, on peut peut-être expliquer à quel moment on commence à recevoir. Parce que quand on diffuse une série 1 heure après le Japon, il y a souvent des gens qui me disent « Oh, comment vous faites? Ça doit être la course. En 1 heure, vous arrivez à sous-titrer l'épisode. » Évidemment, on n'a pas tout le matériel juste au moment où c'est diffusé au Japon. Alors, si, moi je sous-titre en 1 heure, je suis rentré très fort. Non, blague à part, ça dépend beaucoup des studios, parce que là, c'est leur délai de production à eux en fait qui vont déterminer notre délai de sous-titrage à nous. Ça peut aller d'1 semaine, dans le meilleur des cas. Enfin, il y a des cas un peu exceptionnels où c'est avant, mais en général c'est une semaine avant pour les studios les plus productifs, on va dire. Jusqu'à quelques heures avant. Quelques heures après aussi. Quelques heures après aussi. Avec un certain studio dont le planning part en lambeaux. Enfin bref, alors dans ces cas-là, ça arrive qu'on reçoive ce qu'on appelle les animatics. C'est des vidéos qui sont pas terminées. Il n'y a pas de coloriage par exemple, il y a les voix des seiyuu qui sont... C'est le storyboard qui est animé en fait. Voilà. C'est simple. Mais du coup, il y a le dialogue, il y a quand même les textes. Ça, on a les voix des seiyuu, mais on n'a pas les plans. Ce qui veut dire que du coup, pour tout ce qui est synchronisation, par exemple, ça peut vite foutre le bordel. On se retrouve à devoir retravailler la vidéo une fois qu'on reçoit une version finale. Sinon, de manière générale, on va dire qu'en moyenne, c'est 3-4 jours avant. Ce qui est donc 96 heures, 96 heures pour sous-titrer, ce qui est un délai... plus que raisonnable. Donc il y a plusieurs étapes en sous-titrage. Le premier, alors là, la première étape, ça dépend des diffuseurs. Nous et Wakanim, je crois, c'est la traduction. Je sais que ADN, par exemple, c'est le repérage. C'est-à-dire qu'ils commencent à synchroniser les sous-titres sur la vidéo pour leur traducteur avant que le traducteur traduise. Nous, on fait l'inverse. Après la traduction, donc synchronisation. Après, il y a une phase qu'on appelle la phase d'adaptation de relecture. C'est correction des fautes. On rend les phrases plus fluides et naturelles en français. Elle va se poser la question, le cas échéant, de l'adaptation des jeux de mots ou des choses pas forcément traduisibles. Le fameux problème épineux des honorifiques. Alors les honorifiques, c'est assez drôle. On est très très content quand on reçoit du catalogue, c'est-à-dire que toute la série est sortie parce qu'on peut anticiper un gros problème. Avec quelques exemples assez fameux. On va prendre Love Live par exemple. Elle s'appelle c'est toute machin senpai, hein. Et au milieu de la série, elles se finissent par s'appeler machin-chan. Alors là, il y a un moment, si on veut rendre compte de l'évolution en sous-titres, hein, faut avoir été un peu malin et avoir contourné le problème au début. Sur du catalogue, c'est très facile. Hein. Sur du simulcast, alors soit vous faites le pari au début, ce qui est très risqué, voire presque stupide. Soit vous faites pas le pari et là vous priez de soit pouvoir corriger vos sous-titres, soit de pouvoir botter en touche si la série vous le permet. Et alors après cette phase d'adaptation, là ça dépend. Nous chez Crunchyroll on a une autre phase de relecture, c'est-à-dire que le traducteur de la série et un autre correcteur relisent le script corrigé, ce qui fait qu'on a 4 paires d'yeux différents sur une même série, ce qui permet effectivement de minimiser les risques qu'une petite erreur ou une grosse erreur de traduction ou une très vilaine faute d'orthographe passe le processus de sous-titrage. Alors c'est facile hein, quand on a 4 jours pour sous-titrer. Quand on reçoit des vidéos 12 heures avant, il faut vraiment ruser. Je prends l'exemple d'une série qu'on a diffusée sans donner de nom. On recevait toutes les vidéos 9 heures avant, approximativement en moyenne. Donc là, c'est une adaptation de manga assez fidèle, à la limite du case par case. Ce qu'on a fait, c'est que le traducteur avait les mangas japonais, traduisait à l'avance parce qu'on savait à l'avance, grâce au titre de l'épisode suivant, de quel chapitre il s'agissait. Ouais. Ah, j'ai dit justement que je ne donnerais pas le nom parce que c'est pas tout à fait public. On évite de dévoiler les délais de production exacts des studios.
Mais donc une fois la traduction faite du manga faite, on gagnait 3 précieuses heures. 3 précieuses heures à l'échelle de 96, c'est rien. 3 précieuses heures à l'échelle de 12, bah, c'est 25% de temps gagné. Et c'est beaucoup. C'est ce qui nous permet de diffuser à l'heure et de ne pas décaler 3 à 4 heures, voire plusieurs jours après. Il y a une étape finale dont tu n'as pas parlé, qui est l'ingest, donc tout ce qui est l'encodage. Donc la vidéo, il faut qu'on la prépare pour les différents formats de diffusion. Donc Crunchyroll, je pense que vous avez plusieurs formats sur le streaming. C'est ça, ouais. On a du streaming et donc c'est en sub, c'est-à-dire que ce ne sont pas inclus dans la vidéo. Et on a tout ce qui est application sur vos téléphones, tablettes, consoles, tout ce que vous voulez. Et là, c'est les sous-titres qui sont incrustés dans la vidéo parce que les techniques ne nous permettent pas de... Bien sûr. Voilà. Et nous, en fait, Crunchyroll France, en tout cas, ne s'occupe pas du tout de cette partie technique. Alors que chez Wakanim, évidemment, c'est eux qui gèrent tout ça, quoi. Nous, on le gère directement, donc on a 16 formats différents à gérer. Donc 16 formats, ça s'encode pas en 1 heure. Même avec des machines très puissantes et dans le cloud, il faut prévoir 4 ou 5 heures. Donc voilà, en général, on arrive en fin de série, parce qu'en fin de série, c'est là où arrivent les retards, c'est là où les studios commencent à être un petit peu charrettes. Donc on arrive en fin de série à avoir pas mal de retard, et donc à avoir la phase d'encodage qui mord sur la période de diffusion. Donc, ce qui peut expliquer souvent 2-3 heures de décalage sur les sorties en fin de saison. C'est vrai que c'est ça, la fin de saison pour un sous-titreur, c'est du flux tendu. C'est vraiment, je vais pas dire atroce, mais si, on peut dire ça, atroce. Hein. On reçoit tout presque en retard, sauf certains studios qui envoient toujours une semaine à l'avance, quel que soit le moment d'avancement dans la saison. Merci Kyoto. Là où c'est difficile, c'est que nous on travaille, chez Crunchyroll, quoique chez Wakanim aussi, leurs traducteurs sont pas forcément en France. Hein. On a un traducteur au Canada, au Japon. Alors faut jouer avec le décalage horaire. Hein. C'est par exemple ce qui nous a amené à décaler Kankol assez régulièrement. Il y a des séries où on peut à la limite remplacer, et d'autres séries où on sait que si on veut maintenir une certaine qualité en sous-titres, il n'y a pas de remplacement, c'est on décale et c'est le même staff qui s'en occupe du début à la fin. Après... Après, vous avez des facilités avec Crunchyroll au niveau de la gestion des plannings. Nous, avec Wakanim, en fait, on travaille avec des salariés. Donc, c'est des gens qui sont là à plein temps. Pour la plupart des séries, on passe aussi par des freelances, quand on a des surplus de charges ou pour certains titres spécifiques. Mais quand on a des employés et qu'il y a 3 séries qui sortent le samedi, ça pose un problème de planning. Il faut qu'on sache comment faire pour travailler en même temps 3 épisodes avec une seule personne qui est responsable de ça. Donc derrière, il faut aussi qu'on ruse. Parfois, la plupart des séries, on les diffuse en H+1, donc 1 heure après le Japon. Il arrive que parfois, on décide de diffuser une série, notamment quand c'est diffusé le samedi, le lundi, tout simplement parce que derrière, on a des contraintes de travail. On ne fait pas travailler les gens n'importe comment. On ne les fait pas travailler la nuit, on ne les fait pas travailler le dimanche. Donc voilà, on a aussi toutes ces contraintes à prendre en charge. Nous, on a choisi de le faire avec des salariés, donc de créer une équipe interne qui gère ça. Il y a aussi d'autres façons de travailler qui sont avec des freelances, qui sont peut-être un peu plus souples. Mais voilà, il y a cette contrainte humaine qui est très importante et qu'il faut comprendre. Les séries, c'est pas travailler par des machines ou des robots, c'est travailler par des humains, donc il leur faut aussi un temps pour chaque titre. On va pouvoir passer maintenant à la 3e partie. Donc si vous avez après vous des questions dans le public, n'hésitez pas, il y aura une phase de questions et réponses à la fin où vous pourrez les poser. Et on va du coup aborder maintenant le piratage. Alors quel impact a le piratage justement sur le simulcast? Bon, aucun, non, ça fait rien. Vaste question. Forcément, comme tout le monde s'en doute, oui, ça a un impact, puisque... je ne sais jamais comment aborder tout ça, mais forcément, vous vous doutez bien que, comme on vous l'a expliqué, proposer du simulcast dans des délais raisonnables et puis surtout de façon légale. Donc, comme on vous l'a expliqué, il faut acheter des licences. Ensuite, derrière, il y a des équipes qui travaillent pour sous-titrer tous ces épisodes. Et forcément, tout ceci a un coût. Donc, on a chacun notre modèle économique qui a ses petites spécificités, mais qui font que mine de rien, il y a aujourd'hui la possibilité de regarder beaucoup de choses gratuitement.
et vous avez aussi la possibilité de vous abonner ou de payer pour pouvoir télécharger un épisode. Et voilà, si on fait ça, j'entends toujours dire qu'on est des grosses multinationales, qu'on s'enrichit, voilà. Je pense que la réalité est malheureusement tout autre. Effectivement, pour proposer ce service et avoir la qualité du service, il y a des gens qui travaillent, donc ils méritent leur salaire. Et puis, encore une fois, c'est pas parce qu'au Japon, ils ont pendant longtemps réussi à rentabiliser leurs séries sur leur territoire que ça donne le droit de s'octroyer et de diffuser gratuitement et sans aucune rémunération pour les studios et les gens qui ont travaillé derrière toutes ces œuvres. Donc forcément, quand il y a du piratage, c'est-à-dire que des gens vont regarder ces séries ailleurs que sur des plateformes officielles, ça a un impact. Ça a un impact sur notre diffusion gratuite, parce que quand c'est gratuit chez nous, mine de rien, on rentabilise ce côté-là par de la publicité. Donc la publicité, vous la verrez pas chez nous, donc ça fait moins de vues. Donc ça fragilise le système économique qui repose sur la gratuité. Et puis voilà, du coup, c'est aussi peut-être des abonnements qu'on perd. Je dis pas ça pour pousser les gens à s'abonner, mais ça fait aussi partie du modèle économique. Ouais, moi plus que ça, ce que je vois, c'est qu'il y a une chaîne d'exploitation d'un programme. Donc un programme, pour derrière être rentable et permettre de produire un nouveau programme avec les fruits qui ont été générés sur celui-ci, il faut qu'il y ait une chaîne d'exploitation. La chaîne d'exploitation, il y a les premières fenêtres de visibilité qui sont aujourd'hui les simulcasts, il y a les secondes fenêtres qui sont la vente de DVD Blu-ray, et ensuite il y a d'autres fenêtres qui sont les diffusions télé, ça peut de nouveau être de la diffusion VOD moins chère, SVOD, enfin, donc voilà, il y a différentes étapes qui ponctue la vie d'un programme, et en fait le piratage et le fansub détruit la totalité de ces étapes-là. Donc en amont, dès la première fenêtre de visibilité, on tue l'exploitation du programme, qui ne pourra plus bien se passer pour la vente de produits physiques, qui ne pourra surtout plus se passer pour la vente télé, parce que le programme est déjà distribué sans aucun contrôle sur le réseau internet, donc partout. Donc voilà, derrière ça crée un gros conflit sur l'exploitation du programme qui, malheureusement pour les diffuseurs comme nous, a un gros impact, et ça a aussi un impact bien sûr sur les producteurs japonais, sur toute la chaîne de production. Donc oui, ça a un effet qui est très très négatif. Et à la base, que ce soit le fansub ou le warez, donc le piratage, faut bien comprendre que c'est pas des actes généreux. On n'est pas sur je traduis bénévolement, je prends de mon temps, je crée une équipe. Alors je conçois l'aspect intéressant d'avoir un travail d'équipe, d'avoir un travail qui n'est pas motivé par l'économie. Donc ça, c'est quelque chose que je comprends très bien. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que pour arriver à faire ça, il faut déjà voler quelque chose. Donc il faut voler le distributeur en disant, bon ben, moi je suis une équipe de fansub ou je suis une équipe de warez, les droits de diffusion, pour moi, c'est pas normal, ça devrait pas exister, donc du coup, je fais comme si ça n'existait pas, je me mets à diffuser la série, et du coup, ça rentre en concurrence déloyale avec nous qui sommes des diffuseurs légaux, qui achetons les programmes. Ça rentre en concurrence déloyale avec le producteur japonais, où sa seule source de revenus pour le studio d'animation, c'est la vente de sa série. Donc quand on vend un manga ou quand on vend une figurine, il faut bien comprendre que l'argent ne revient pas au studio d'animation, il revient aux gens qui ont fait la figurine ou aux gens qui ont fait le manga, dans le comité. Donc voilà, du coup, on crée un trou dans le marché pour tout ce qui est les studios d'animation. Et du coup, on fait décliner petit à petit ce marché-là. Et c'est quand même dommage, quand c'est quelque chose qu'on aime, d'en arriver là. Enfin, au final, les gens qui piratent les séries ou les gens qui font du fansub, en général, ils aiment l'animation japonaise. Au-delà de ça, c'est vrai qu'on a toujours cette idée du fansub. D'ailleurs, le fansub a commencé comme ça, tout simplement à une époque où il n'y avait pas d'offres. C'était pas possible. Comme je le disais tout à l'heure, il fallait attendre entre 1, 2, 3 ans avant de voir une série. C'est vrai que le fansub s'est engouffré dans cette brèche, proposait une alternative. Voilà, on peut trouver ça louable, et probablement que ça l'était au départ. La réalité, moi, de ce que je vois aujourd'hui quand je vais sur ce genre de site, c'est que d'une, il y a énormément de publicité quand vous regardez des choses en fansub, que ce soit en streaming ou même en téléchargement, ou les pop-up qui polluent et les pubs, des fois plus que douteuses, qui arrivent. Donc, doutez-vous bien que tout ça, ça génère de l'argent, et que la belle idée de mettre quelque chose de gratuit et de travailler pour la bonne cause, déjà, pour moi, elle commence déjà à vaciller de ce côté-là.
Voilà. Et aujourd'hui, je constate même quelque chose de beaucoup plus grave, c'est que moi je vois que beaucoup de séries de chez Crunchyroll sont carrément ripées. C'est-à-dire que là, on n'est même plus dans un fansubber qui voudrait que, je sais pas, le sous-titre soit fait d'une certaine façon et qu'on sait pas la façon dont on les propose nous, qu'il n'y a pas, enfin, on reprocher tout un tas de choses à notre travail. Je suis prêt à écouter des critiques, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est juste pour proposer un rip des épisodes de ce qu'on fait, je vois plus trop où elle est la bonne idée, où est-ce qu'on peut défendre encore l'idée de proposer, si ce n'est cette pseudo-gratuité que tout devrait être gratuit. Ok, il faut quand même garder en tête qu'au Japon, non, tout n'est pas gratuit. Même, c'est pas parce qu'une série passe à la télé au Japon qu'elle est gratuite. Les gens qui la regardent à la télé au Japon, ils voient de la pub. Il y a aussi beaucoup de pubs au Japon. Vous en avez avant, pendant l'épisode, etc. Les chaînes sont payantes aussi. Les chaînes, beaucoup sont payantes aussi aujourd'hui. Donc ça fait partie du système. Et là aussi, c'est complètement faux de dire que ça serait gratuit au Japon et que ça devrait être du coup gratuit en France. C'est un peu biaisé et déformer la réalité des choses. Au Japon, il y a entre 8 et 12 minutes de publicité par épisode quand c'est diffusé sur une chaîne gratuite. Donc qu'on compare Crunchyroll ou Wakanim, on est sur des formats publicitaires qui sont beaucoup moins rémunérateurs et surtout on vous fait beaucoup moins attendre. En fait, vous êtes mieux lotis aujourd'hui de regarder des simulcasts en France qu'à regarder la télévision japonaise où il y a des coupures après le générique, il y a plusieurs coupures au cours de l'épisode, il y a une coupure avant le générique de fin. Donc voilà, je pense que notre travail de distributeur, de rendre l'accessibilité au programme, quelle que soit aujourd'hui l'offre légale en France, on le fait. Donc à partir de là, le fansub déjà n'est plus compréhensible et le piratage de Warez l'est encore moins. Toi tu parlais de RIP, moi j'ai des problèmes avec Wakanim qui sont beaucoup plus importants, qui sont de la fraude bancaire. Donc moi j'ai des groupes de pirates qui derrière utilisent des comptes PayPal ou des comptes bancaires qui ne leur appartiennent pas pour récupérer les épisodes et ensuite les publier sur Internet. Et à côté de ça, quand on va voir sur les pages des gros sites, c'est des énormes sites de Warez qui publient nos épisodes, on voit plein de gens qui remercient. Donc merci d'avoir publié l'épisode, merci de le rendre accessible. Voilà, ça a été rendu accessible en volant quelqu'un derrière, en volant non seulement la société, mais en volant une personne qui se retrouve avec son compte bancaire ou son compte PayPal piraté. Donc ça, c'est des choses qu'il ne faut absolument pas supporter, c'est des choses qu'il faut dénoncer. Et voilà, donc nous on compte sur l'intelligence du consommateur et des clients, des spectateurs, parce qu'au final on peut que compter là-dessus. Face au piratage, il y a peu de choses qu'on peut faire. Une anecdote vis-à-vis de Wakanim, je me suis baladé l'autre jour sur un site ici on va dire de Warez, enfin une espèce d'agrégateur. Et alors, très très drôle, il y avait un lien qui pointait vers l'épisode vers Wakanim, parce que ils ont peur quoi. Et alors je clique dessus pour voir. Alors je m'attends à être redirigé sur Wakanim, mais à surprise, non. Avant, il fallait que j'attende 5 secondes pour que mon clic rapporte quelque chose au site en question. Une petite pub vite fait. Enfin, c'est ça qui est très très drôle, c'est qu'ils trouvent toujours en fait le moyen de se faire un peu de beurre par-ci par-là. Alors que contrairement au mythe, si vous voulez, enfin moi j'ai pas de Ferrari dans mon garage, je pense qu'Olivier non plus. Non. Je n'ai qu'une Porsche. Je suis en désolé, je suis pas aussi riche qu'on le pense. J'ai un vélo. Et tristesse quoi. Ouais. Non, mais oui, c'est des gens... le Warez, en tout cas, c'est un domaine où il y a des gens qui gagnent de l'argent derrière. Et là, c'est vraiment de l'argent gagné sur le dos des productions. Beaucoup de gens disent, d'ailleurs, Wakanim et Crunchyroll fait de l'argent sur le dos des fans. Non, on propose des services qui peuvent être acceptés ou pas. Donc, vous êtes spectateur, vous n'êtes pas spectateur. Mais voilà, on ne fait pas de l'argent sur le dos de quelqu'un. Au contraire, toute la chaîne de droit est respectée. On paie les Japonais, on paie aussi les taxes françaises, donc la SACEM, le CNC qui permet de financer le cinéma français, on paie la TVA, on paie des salariés, on paie des freelances. Donc derrière, on est sur un système qui est bénéfique pour un marché. Derrière, quand quelqu'un va pirater, non seulement il va générer de l'argent, mais c'est de l'argent qui est généré, c'est du blanchiment. C'est-à-dire, il gagne de l'argent sur les hébergeurs, il gagne de l'argent sur les sites qui diffusent en streaming, sur la publicité. Voilà, donc derrière, il y a aussi une morale ou une éthique qu'il faut commencer à comprendre et à ingérer. C'est que le Warez, on est vraiment sur des... aujourd'hui, c'est plus des groupes de fans ou des groupes de bénévoles. Non, on est vraiment sur des bandes organisées qui, derrière, génèrent du revenu du piratage. Ouais, c'est du bon vieux piratage de famille comme les séries US. En parlant de séries US, il y a un argument qu'on en ressort aussi assez souvent, c'est la fameuse citation du producteur de Game of Thrones. Je suis super content que ma série soit piratée et tout. Elle est vue partout. Oui, d'accord, mais Game of Thrones, c'est une super production américaine. C'est pas du tout le budget.
le même budget effectivement que certaines productions animées japonaises. Hein. C'est beaucoup plus, le piratage d'animation japonaise est bien plus destructeur. Puis c'est le producteur qui parle par le distributeur aussi. Aussi oui d'ailleurs. Beaucoup plus destructeur, même pour les producteurs, je pense, parce que comme tu le disais tout à l'heure, il y a toute cette histoire de chaînes dans le comité de production, des intérêts qui divergent. Et alors si effectivement, mettons que, je sais pas moi, piratage... Encore avant, il y a 15 ans, effectivement, on pouvait estimer que ça ferait vendre du manga ou des figurines. Maintenant que, entre Crunchyroll, ADN, Wakanim et Viewster... Il y a à peu près 50 animés japonais qui sont simulcastés en même temps maintenant, c'est quand même énorme. Ouais. Et j'insiste aussi sur un autre point, c'est que on a quand même la chance en France d'avoir la plupart des offres qui sont en plus gratuites. C'est-à-dire vous pouvez quand même, même ADN est en train d'y basculer gentiment, donc... vous pouvez quand même regarder légalement et gratuitement. Alors oui, il y a quand même quelques contraintes, mais tout le monde, je peux vous dire que c'est pas dans tous les pays où vous avez cette chance-là d'avoir une telle offre, même au Japon, vous n'y a pas comme ça. Donc c'est quand même étonnant de voir encore des fois des résistances assez fortes quand on a ce débat, alors que on pousse même pas les gens à payer pour regarder nos séries. Déjà, on veut juste que vous les regardiez gratuitement chez nous. Déjà, ça, dans un premier temps, ça nous fera plaisir. Après, on touche à la passion des gens, donc on peut comprendre que les débats soient passionnés, qu'ils soient parfois houleux, qu'ils soient parfois difficiles. Mais nous, outre la passion, ce qu'on en fait, c'est un métier, ce qu'on en fait, c'est une industrie. Et nous, on réagit en fait de façon logique par rapport à notre métier, par rapport à ce qui nous est imposé. Donc derrière, quand Wakanim va faire fermer un site de fansub, on ne le fait pas par plaisir ou par méchanceté, on le fait parce que derrière, ça empiète sur nos droits, ça empiète sur notre métier, ça empiète sur l'industrie, et donc derrière, on fait fermer le site. Donc c'est quelque chose qui est logique, et c'est pas quelque chose qui est... on n'attaque personne, on n'est pas là pour attaquer les gens. Alors on va pouvoir passer maintenant à la dernière partie de cette table ronde. Qu'est-ce qu'il peut y avoir après la diffusion web? Par exemple, je pense là de manière très évidente aux diffusions vidéo, ou est-ce qu'il peut y avoir ensuite possibilité, je sais pas, de simulcast sur des OAV, des films ou ce genre de choses? Déjà, il faut savoir que le simulcast repose surtout aujourd'hui sur la diffusion télé des séries. Les films, c'est tout de suite un peu plus compliqué parce que, en général, les producteurs d'un film, ils ont toujours l'ambition que le film sorte plutôt d'abord dans un circuit de cinéma. Donc, du coup, nos modèles où nous on cherche à avoir les programmes les plus récents possibles s'inscrivent pas trop, en tout cas je sais pas, là je parle pour Crunchyroll, je sais pas pour les autres, sur le schéma du film. Les OAV aussi, les Japonais sont assez attachés encore au support DVD, donc c'est vrai que c'est des choses qu'on a un petit peu du mal à négocier. Après, on l'a déjà expliqué un petit peu tout à l'heure, une série peut... Le simulcast, c'est la VOD immédiate, c'est vraiment la première marche de la vie d'une série. Après, ce qui va se passer, c'est que si le succès est là, elle va probablement sortir en DVD, elle sera peut-être diffusée à la télé. À un moment, si elle a du potentiel, elle va être doublée en français. Et après, elle peut très bien revenir sur de la VOD. On voit bien aujourd'hui des plateformes, citons Netflix, citons Joog Vidéo, la plateforme d'AB, qui prennent des droits aussi de séries qui ont déjà été diffusées en VOD. Ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que quand on négocie une série, on négocie pas forcément l'exclusivité. Tout est négociable en fait. D'ailleurs, il est arrivé qu'on partage des séries, soit avec ADN ou avec Wakanim. Donc, on peut discuter de tout et une série peut très bien ensuite revivre et réapparaître sur une autre plateforme. Je pense que c'est bien pour la série. Et voilà, c'est même d'ailleurs bien. C'est bien qu'une série, moi, ça me fait... Je suis toujours un peu triste quand j'apprends qu'une série va être bloquée sur un seul endroit, je ne citerai pas de nom, ni de série, mais vous voyez certainement de quoi je veux parler, bloqué tout droit, ni à la télé, ni en vidéo, sur une plateforme qui en plus ne la sort pas tout de suite. C'est quelque part, ça tue un peu la vie de la série parce que ça la restreint sur un seul support. Donc oui, une série qui marche va forcément revivre et être diffusée sur tout un tas de supports. Et ça casse aussi, entre guillemets, un peu notre message, notre fonctionnement. C'est-à-dire que une série qui est retenue pendant 6 mois sans annonce officielle, c'est une série qui va être fansuée pendant 6 mois. Enfin, c'est une série, le taux d'audience, dans 6 mois, moi je sais pas trop s'ils en attendent, mais ça peut être fantastique, désolé. Si vous avez terminé, je vais passer à une phase de questions-réponses. Alors s'il y a des gens qui veulent poser des questions, n'hésitez pas à lever la main et je vais venir voir vous. Oui, du coup, pour revenir sur le point du fansub, donc vous avez beaucoup parlé de la diffusion, donc directement de la traduction avec la vidéo, mais imaginons une team qui diffuserait uniquement la traduction.
Qu'est-ce que vous en penserez? Comment est-ce que vous réagiriez face à quelque chose comme ça? Je peux répondre. C'est comme une team qui diffuserait uniquement le son. Enfin, ça fait partie de l'œuvre, la traduction, les dialogues, le son, la vidéo. C'est une œuvre audiovisuelle. Donc il y a différentes choses. Il y a de l'audio, il y a de l'image, il y a du scénario. Donc tout fait partie du même package qu'est les droits d'auteur. Donc quelque part, une team qui diffuse uniquement les sous-titres nous fait autant de mal qu'une team qui diffuse uniquement la vidéo. Enfin, c'est la même chose. Enfin, j'ai dit... Sur le papier, là, comme ça a l'air très bien, mais forcément, la personne qui va récupérer que son sous-titre, elle va en faire quoi? Elle va se l'imprimer, regarder l'animé. Enfin, forcément, à un moment, il y a quelqu'un qui va le mettre sur une vidéo, donc... Ouais, mais... c'est... Ouais. Enfin oui, c'est toujours un peu délicat. Enfin, je vais pas dire c'est moins pire que, parce que comme le dit Olivier, malgré tout, ça reste quand même un détournement de l'œuvre et du travail. Ouais. Au-delà de ça, d'un point de vue un peu plus juridique, ça dépend du fichier de sous-titres dont tu parles. Mais si par exemple le fichier de sous-titres c'est un RIP d'une série qui est diffusée sur n'importe laquelle plateforme. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que justement il y a beaucoup de gens qui s'orientent vers le fansub parce que ils veulent que les sous-titres soient faits d'une certaine façon, avec des couleurs, avec une manière de transcrire ou de pas retranscrire certains noms. Ah oui, je voulais c'est dire plus ce genre de choix, je pense, qui motive aujourd'hui des gens à aller s'orienter sur le fansub. La fameuse valeur ajoutée des RIP corrigés de Crunchyroll où ils ont corrigé Grand Frère en Oni-san. Je vous remercie vraiment les rippers, ça me... Non, j'ai pas de mots. On va passer à une deuxième question. Une question qui s'adresse plutôt là au niveau de la diffusion, puisqu'on parle là du marché francophone. Il ne faut pas oublier nos lointains cousins francophones, notamment au Québec. Et là, au niveau du simulcast, il y a un gros problème. Pourquoi ? Parce que pour Crunchyroll US, le Québec est sur le continent américain. Donc ils doivent avoir du sous-titrage anglais. Ils ne veulent pas de sous-titrage français produit par notamment Crunchyroll US. Et quand un Québécois veut du sous-titrage français, ils disent tiens, je vais voir sur Crunchyroll FR. Et là, le bas blesse sur Crunchyroll.fr, ils disent l'IP américaine, allez voir US. Le serpent qui se mord la queue. Donc la seule manière pour l'instant, apparemment illégale, c'est l'utilisation d'un VPN pour masquer son IP, pour avoir accès à un service. Alors j'ai entendu dire, et ça je voudrais vraiment savoir, apparemment quand vous prenez les licences au niveau des studios, il y a la petite poche, vous négociez les droits de diffusion, zone francophone, soit européenne ou aussi francophone, autre continent. Donc dans ce cas-là, pourquoi pas faire deux catalogues, un vraiment France-Europe et France internationale. Enfin, le problème, c'est que c'est pas nous qui avons défini les zones géographiques des droits. C'est vrai que, en général, les droits US, le Canada est plutôt rattaché sur les droits États-Unis. Et quand on négocie les droits francophones, on appelle ça les French speaking. Et en général, c'est la France, la Belgique, la Suisse, Monaco. Mais c'est pas le Canada, parce que le Canada dépend. Donc, vous avez raison. Pour regarder au Québec du sous-titré français, il faut cumuler deux choses. Il faut qu'on ait les droits de la série aux États-Unis, et il faut qu'on l'ait aussi en France pour qu'on les sous-titre en français. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut regarder, d'ailleurs aux États-Unis aussi, on peut regarder, en fait, on peut regarder les sous-titres qu'on veut sur Crunchyroll. On peut changer, si vous voulez regarder des sous-titres en portugais en France, c'est possible, à condition qu'on ait les droits au Portugal et qu'on ait sous-titré la série en portugais. Voilà. Mais aujourd'hui, on ne peut pas demander aux producteurs japonais d'inclure le Québec, parce que pour eux, le Québec dépend des droits du continent nord-américain, et c'est quelque chose de compliqué, et c'est pas nous qui allons changer ça. Même si on faisait la demande, je suis pas sûr que ça pourrait aboutir. La seule solution, c'est d'arriver à acheter les droits quasi mondiaux, comme ça on est sûr que ça sera visible partout. Mais là aussi... Puis ils ne le savaient pas, hein. Ils savaient pas. Nous les Japonais, quand on a discuté avec eux, il y en a beaucoup, on a appris qu'au Canada, il y avait une zone qui était francophone. Donc beaucoup de Japonais, c'est loin, ils ne le savent pas qu'ils parlent français. Donc du coup, ça se négocie en amont. Nous, à Canim, on a 98% des séries qu'on fait où on a les droits sur le Québec. Donc on diffuse d'ailleurs en français au Canada. Oui, mais parce qu'ils nous demandent de le faire, parce que dans le contrat, on n'a pas le droit
de débloquer cette Il faut le région-là. prévoir en amont en fait. Là, ce qu'il dit simplement, c'est que Crunchyroll devrait essayer de négocier le Québec sur le droit francophone. Moi, je suis un peu curieux parce que les retours qu'on a, c'est plutôt, justement, des Québécois francophones ou anglophones, qui se sont perdus sur la page du titre français, enfin sur la langue française de Crunchyroll, et qui ne peuvent plus accéder à One Piece par exemple, et qui sont un peu perdus sans leur One Piece hebdomadaire. Et ils viennent nous dire que se passe-t-il, pourquoi je ne peux plus accéder à mon épisode. Alors on a eu effectivement le cas sur une série qui est Captain Earth, si sont bons, où là les Québécois n'ont effectivement pas accès aux sous-titres français. Après, je ne cache pas mon étonnement. On a vraiment peu de retours sur ce problème de sous-titrage en français inaccessible au Québec, pour une raison qui est un peu simple, c'est qu'Olivier disait que pour que tout soit accessible, il nous fallait droit monde, et on les a très souvent. Moi, j'ai plus eu des remarques sur des non-disponibilités en Belgique ou en Suisse, parce que là aussi, effectivement, Crunchyroll avait oublié de demander d'inclure ces territoires, et du coup, on se retrouve avec des gens de Suisse qui viennent pleurer, et à juste titre, et qui regrettent que des séries soient bloquées. Et aujourd'hui, ma priorité elle est plutôt de vérifier déjà que sur l'ensemble des territoires francophones sur l'Europe, on est bien tous ces pays, mais j'essaierai de faire remonter. Il y a le Maroc, il y a la Tunisie, il y a tout. Il y a des territoires francophones. On va passer une troisième question, par contre, s'il vous plaît, si ça vous dérange pas. Par contre, attends, je suis désolé, si tu veux, si tu veux, tu pourras leur parler après, mais là, il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions, on va essayer de répartir un petit peu le micro, je suis désolé. Bon, sur ce, j'aurais une question par rapport à la diffusion DVD et Blu-ray chez Crunchyroll. Bon, déjà, ça se fait chez Wakanim via Atanime et autres. Mais chez Crunchyroll, bon, je me suis pas trop renseigné sur la question. Est-ce qu'il y a déjà des prédispositions qui ont été prises par rapport à ça? Est-ce que c'est en cours ou autre? J'entends souvent dire qu'effectivement, si ça sort sur Crunchyroll, ça ne sortira pas en Blu-ray. C'est absolument pas vrai. Ça peut tout à fait sortir en Blu-ray. Après, effectivement, nous, on n'a pas un partenaire privilégié comme Wakanim. On n'a pas de partenaire privilégié non plus. Hein. On travaille avec plusieurs partenaires. D'accord. Bon, nous, c'est pas vraiment encore en place. De toute façon, oui, ce qu'il faut rappeler, c'est que nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement les droits VOD. Donc, effectivement, on ne prend pas les droits vidéo, sauf quelques rares exceptions où les Japonais imposent de les inclure parce qu'ils veulent vendre tout droit d'un coup. Donc du coup on se retrouve avec ces droits qu'on peut sous-licencier éventuellement, mais après rien n'empêche un éditeur DVD d'acquérir les droits de séries qu'on a éditées. D'ailleurs c'est en train d'arriver. Là, cette semaine Black Box a annoncé cette série que vous attendiez certainement tous en DVD qui est Love Stage. Voilà, donc ça sortira cet été. Mais voilà, oui, c'est des choses qui sont tout à fait possibles, et c'est juste que voilà, pour rappeler, on n'est pas là depuis très longtemps, donc c'est des choses qui se mettent en place finalement au bout d'un certain temps, mais ça va arriver certainement sur d'autres titres aussi. Est-ce qu'il y a une quatrième question ? Déjà, au niveau de la part, vous estimez que ça sera à peu près à quelle part entre les vrais fansubers, enfin les vrais fans qui essayent de faire découvrir de nouvelles séries qui seraient pas, parce qu'ils sont pas trop connus, sortiraient, et les autres qui eux mettent des publicités alors qu'en fin de compte ça coûte pas tant que ça de sortir un site web. Par exemple, comme l'association qui est ici, nous on n'a même pas de pub et pourtant on arrive à faire tourner des sites. Et donc ça serait quoi pour vous la part? Par exemple, est-ce que c'est 5% ceux qui sont les vrais fans et 95% de gros pirates si on veut? Alors en préambule, juste me permettre une toute petite précision sémantique. Je suis pas trop fan de ce vocabulaire, c'était pas ton intention, mais ça mange pas de pain. Je fais pas de distinction personnellement entre vrais et faux fans. Il y a beaucoup de gens sur internet qui font une distinction entre le vrai fan qui a payé son épisode et compagnie et le faux fan qui n'est qu'un sale pirate venu de je ne sais où. Je pense que c'est des conneries. On apprécie tous des séries, alors effectivement on ne réagit pas tous de la même manière, mais c'est de la stigmatisation en fin de compte, pas forcément volontaire, mais qui ne fait que renforcer l'extrémisme des deux entre guillemets camps. Et c'est pour ça qu'on assiste très souvent à des batailles spectaculaires sur Twitter entre des groupes somme toute bien connus. Après, de donner un pourcentage, j'en suis bien incapable.
Et pareil, je voudrais juste redire, c'est pas parce qu'une série aujourd'hui n'est pas licenciée en France que ça légitime entre guillemets de la fansub. Qu'est-ce que la personne qui le fait, on sait que demain on va peut-être pas la récupérer en catalogue, et est-ce que ça tue pas justement de temps en temps on pourrait se dire bah tiens, cette série elle a pas été simulcastée au moment, mais j'ai la possibilité peut-être 2 mois après de la récupérer malgré tout. Ah ouais, mais on la trouve tellement partout que c'est mort quoi, la bataille est perdue, donc finalement bah je vais pas la faire. Enfin comment on peut encore une fois pour moi, ça légitime pas forcément plus. C'est pas parce qu'une série est pas passée qu'on aurait plus le droit de la proposer en fansub, ou qu'en tout cas que ce serait plus légitime. Et l'effet est d'autant plus pervers que, depuis l'arrivée de Crunchyroll en France, nous on peut se permettre financièrement des choses que, on va dire, tout le monde ne peut pas forcément se permettre. Wakanim par exemple vit beaucoup, je crois, corrige-moi si je me trompe, des ventes en VOD. Oui, voilà. Quasiment pas de la publicité. Ouais. Et donc, sur une saison 1, par exemple, qui a déjà été diffusée, je sais pas moi, 2 ans avant, qui a été fansubée, les ventes en VOD vont être pas ridicules, mais presque, j'imagine. Si, c'est ridicule. Moi, j'ai des exemples. On a essayé de le faire il y a 4 ans. On avait acquis des vieilles séries, Tokyo Magnitude, Trapèze, qui est une très belle série qui s'est vendue à 3 exemplaires. Non, mais vraiment, on est sur des chiffres qui sont catastrophiques. Et pour toi, c'est parce que la série elle existait déjà, elle avait été vue en fansub. Ah, mais c'est une certitude, parce qu'en plus les gens laissent des commentaires. On a plus de commentaires sur la série, elle est géniale, que de ventes. Donc, moi je pense à Orimo qui était une saison 1, dont tu as pris la saison 1 en même temps que la saison 2, je crois. Je pense que la saison 1 a fait un flop. Après, la saison 2 draine la saison 1. Quand c'est le cas comme ça, qu'il y a une saison 1 et une saison 2, la saison 2 permet à la saison 1 d'avoir une semi-existence quand elle a été fansubée. Mais par contre, pour les séries qui n'ont pas cette chance-là, donc les séries anciennes, moi il y avait plein de titres qui m'intéressaient à titre personnel, que j'aurais adoré diffuser en France. Je vais pas en citer, mais il y a énormément de titres. Je trouve ça dommage qu'aujourd'hui on puisse même pas s'y intéresser, parce que derrière on sait que même la traduction nous coûtera beaucoup plus cher que ce que ça rapporterait. Donc voilà. Bien sûr qu'à 3 exemplaires vendus, effectivement, la rentabilité n'est pas... pas folle quoi. Je vais prendre une dernière question et ensuite on va s'arrêter là et on va passer à la conférence suivante. Moi j'avais juste une question sur la durée d'acquisition de vos droits, parce que par exemple je sais que Wakanim en ce moment rediffuse Anonatsu Dematelu qu'ils avaient déjà diffusé 2 ans auparavant, donc est-ce que vous avez dû repayer pour rediffuser la série? Comment ça se passe dans ce genre de cas? Alors ça dépend des séries. Nous avec Wakanim on n'a pas de trame de négociation spécifique, on fait du cas par cas, donc chaque série on la négocie en fonction de ce qu'on pense ce que ça va être. Donc par exemple un gros titre, très gros titre, je vais l'avoir pour 7 ans, parce que derrière j'aurais prévu la négociation sur une large durée. Un titre sur lequel on ne sait pas trop, Anonatsu par exemple, on l'avait diffusé pour 2 ans et on vient de le renouveler, donc on a renouvelé de nouveau pour 2 ans. Donc effectivement la durée varie. On a aujourd'hui 30% du catalogue qui est sur 2-3 ans et le reste qui est sur 5-7 ans. Pareil, chez Crunchyroll, c'est aussi un petit peu du cas par cas. Ça peut être des durées assez courtes, des fois même 1 an. Mais je sais que la politique maison, c'est quand même plutôt de les renouveler, de les garder quand même un certain temps en catalogue. Et après, de la même manière, on peut avoir une exclusivité pendant une première période et après la renouveler, mais sans exclusivité, ce qui explique qu'après, des séries peuvent justement aller continuer de vivre après. Et forcément, vous vous doutez aussi que de renouveler une série, ça coûte moins cher, qu'on ne repaye pas forcément le même prix qu'à la première diffusion aussi. Donc, mais après, oui, c'est des politiques un peu différentes suivant les éditeurs. Voilà, cette conférence est terminée. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont venues et à remercier plus particulièrement Olivier Cervantes, Olivier Fallet et Kevin Stoker d'avoir été présents avec nous.